On l'a entendu à la télévision, sinon on voyait seulement avant. Et beaucoup de Maliens m'ont dit que je vais l'entendre parler aujourd'hui. Quand j'ai entendu le programme, je ne savais pas que c'est son interview. Il est demandé qu'il vienne quand même saluer un peu les Maliens. Je vais le voir en chair et en os. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir les frères africains du Mali. D'abord, permettez-moi de vous dire que j'ai beaucoup apprécié l'ensemble instrumental du Mali. Je ne connais pas l'histoire de cet ensemble, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on me dise que la touche de Modibo Keïta y est dans son histoire. Quand je suis arrivé ici, j'ai dit à mon ami Sobel Maïga, il dit, mais Bamako est très grand. Il me dit avec une pointe de mots que le Mali aussi est très grand. Puis il se tourne vers moi, il me demande ironiquement, ton pays fait combien de kilomètres carrés? Sachant que mon pays est très petit par rapport au Mali. Mais moi je lui dirais, que dirait-il par rapport au Togo et à la Gambie? Il faut dire que le Mali est une riche terre d'histoire et de culture. Nous connaissons les artistes maliens depuis qu'on était tout petit. Qui n'a pas chantonné les chansons du vieil band de Bamako? Salif Keïta, Oumou Sangaré, Koïta, les cinéastes maliens, Souleymane Cissé, Cheikh Oumar Sissoko. On ne finirait pas d'en compter. Mais ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que si je suis là ce soir, avec une forte délégation, c'est qu'à un moment donné de l'histoire, l'armée africaine du Mali, avec à sa tête le colonel Assimi Goïta, a décidé d'assumer ses responsabilités. Il a été suivi par la suite par l'armée africaine du Burkina Faso, avec à sa tête le capitaine Ibrahim Traoré. Ensemble, nous avons cheminé. Notre cheminement a suscité des vocations. Et l'armée africaine du Niger a aussi pris ses responsabilités. Nous sommes maintenant trois à cheminer. Et ce cheminement a accouché de la charte de l'Utako Gourma. Il faut donc dire que c'est l'armée africaine qui nous a tracé le chemin, soutenue par la suite par la classe consciente africaine du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Nous attendons maintenant le soutien des artistes du Mali, du Burkina et du Niger. C'est à vous de soutenir le mouvement. Les dirigeants peuvent s'essouffler s'il manque de soutien. C'est à vous de donner aussi l'orientation. En février dernier, il y avait l'ouverture du FESPACO, Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Mon ami Joël Marais était là-bas avec moi. Sidiki Diabaté a chanté. Puis il est venu vers nous, il nous a dit, ne nous trahissez pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà un artiste engagé. Ce que nous vous demandons, c'est que chacun dans son domaine, dorénavant,
vous vous exprimiez en tant qu'artiste de l'Alliance des États du Sahel. Et je vais vous donner un exemple. Tout le monde connaît ici Ray Charles, le chanteur noir américain. C'est une de ces chansons qui est devenue l'hymne de l'État de Géorgie aux États-Unis. Pourquoi nos artistes ne chanteraient pas l'AES de sorte qu'un jour, une de leurs chansons deviendra un hymne national? Nous sommes en gestation où tout est à payer. Nous n'avons pas encore un drapeau commun. Vos initiatives peuvent nous convenir. Donc nous vous demandons, à partir de maintenant, de vous exprimer, surtout, non plus en tant qu'artiste malien, burkinabé ou nigérien, mais en tant qu'artiste de l'Alliance des États du Sahel. Vous devez avoir comme vision ce grand ensemble. Et c'est ainsi qu'ensemble, nous pourrons y arriver dans la cohésion et dans l'harmonie. C'est ce message que j'avais à vous transmettre. Merci à vous. Ce que le ministre a lu, c'est le discours convenu, n'est-ce pas? Un des discours, c'est le discours convenu. Et le ministre de l'Artisanat a déjà lu son discours. Le mien qui est convenu, là, vous allez le voir sur Internet. Tout ce qui est là-dedans, vous le connaissez. Quand je vais le dire, vous direz que vous le saurez déjà. Donc je vais vous faire l'économie de la lecture et demander à ceux qui veulent bien lire ce discours de le regarder sur Internet. Je vais juste, comme on fait l'affaire, ajouter quelques éléments ici de nos discussions. Vous savez, quand il m'a parlé des frontières des États qu'il a cités, qui seraient plus petits que le Burkina, ou qui sont même plus petits, il m'a dit que vous savez, ces frontières-là sont artificielles en réalité. Ces États ont été fabriqués. Quand vous regardez la Gambie, c'est comme un intestin dans le Sénégal. C'est quelqu'un qui l'a fabriqué. Et vous avez les mêmes peuples. Quand vous regardez le Togo, des deux côtés de la ligne droite, mais c'est les mêmes peuples. Ce sont des gens qui ont tracé ces frontières conformément à des intérêts précis. À un moment précis de l'histoire, pas des hommes précis pour des intérêts précis. Qu'est-ce que nous devons faire? Les faire de l'indépendance pour éviter de tomber dans le piège de la vie. Ils ont dit, nous allons demander à chaque pays conserve les frontières limitées de la confrontation. Sinon, on n'allait pas finir les guerres entre les pays. Quand on a fini de changer, il m'a demandé de le Niger est-il plus grand que le Mali? Peut-être un tout petit peu. Et puis je lui ai dit, imaginez un peu le Burkina, le Niger, le Mali, et peut-être d'autres vocations, comme il vient de le dire, qui nous amenèrent vers la mer. Et vous voyez l'Afrique, le rêve des Africains en réalité viendra des peuples. Les hommes politiques ont suffisamment parlé depuis 1960. Il leur appartient de suivre ce qu'ils veulent les peuples. Ce que veulent les peuples. C'est quand on a pris les fameux embargos contre nos trois États. Chacun a survécu à son temps son embargo. Mais ils l'ont fait pour que personne ne sortait pas sur la mer. Je souhaiterais qu'il y ait des vocations qui nous amènent vers la mer.
vous savez que le Mali a tenu entre autres grâce au soutien de notre frère guinéen et de notre frère mauritanien. Du peuple guinéen et du peuple mauritanien, que je voudrais féliciter ici. Je ne voudrais pas dire sur ce sujet, sauf à dire que nous espérons, de notre vivant ou non, que certains parlent des États africains unis plus que 3, qui auraient un grand débouché sur la mer et qui auraient dans son territoire des grandes richesses qui sont convoitées aujourd'hui dans le Mali, dans le Niger, dans le Sahel. Je lui disais tout de suite que dans une des régions du Mali, Gambéni, les ingénieurs nous disent qu'il y a un lac d'eau douce qui pourrait prendre l'humanité entière en charge pendant 200 ans. Ça, c'est la vie de nos vies. Vous savez que les régions du Nord, pendant qu'on nous a transporté de l'insécurité au centre et au sud pour qu'on passe le temps à nous tuer là-bas, il y a de l'or qui est exploité au nord. Ça, c'est ce qu'on sait. Il y a des milliers de Soudanais et de Tchadiens dans des mines d'or au Mali. Mais c'est des mines où l'État ne pouvait pas aller. Qui les gardait? Et pourtant, nous avions 50 000 hommes armés sur notre territoire. 50 000 hommes armés. Le terrorisme ne faisait que s'étendre. Et au Burkina, c'est descendu au Togo, au Bénin. Et j'ai dit aux camarades d'ailleurs, souvent en rigolant, que récemment, j'ai entendu le haut représentant de l'Union européenne pour l'Afrique, pour les affaires étrangères, pour le Mali, le ministre des Affaires étrangères, dire qu'ils ont donné 600 millions d'euros, à peu près 40 milliards de francs CFA, au Ghana. Dans quel pays il y a eu des inondations quelque temps plus tôt, beaucoup sont morts. Mais ce n'est pas pour l'inondation. Un pays qui a besoin de l'argent pour développer ses infrastructures, son industrie. Ce n'est pas pour ça. Les 40 milliards sont donnés, vous savez, pour lutter contre le terrorisme. Il dit, mais les terroristes ont pensé que c'était au Mali. Hier, c'est arrivé jusqu'au Ghana. Jusqu'au Ghana, c'est arrivé. Mais j'ai dit, mais attention, il faut que les Africains réfléchissent très bien. Est-ce que vous voyez ce qui se dessine sur le plan historique? Le terrorisme était au nord du Mali. On a même 50 000 hommes pour aider le Mali. Au lieu d'arrêter le terrorisme, il s'étend au Burkina, il s'étend à la Côte d'Ivoire, il s'étend au Togo, au Bénin, au Ghana. Et on vient donner des armes. Vous savez, dans la perspective historique, à quoi ça va aboutir? Dans 10-15 ans, c'est le terrorisme partout. Partout, nous serions en train de nous battre pour survivre, pas pour faire des États. Nous qui revisitons beaucoup l'histoire du Mali, c'est exactement la même situation à la fin du 19e siècle. Il n'y avait pas d'État central. C'était disloqué. L'expérience est arrivée déjà au nord. Vous savez, au nord, tous ceux qui ont les biens, il y a des assassinats ciblés pour les nord du Mali. Donc, c'est les narcotrafiquants et les terroristes qui ont le pouvoir armé et le pouvoir économique.
Les narcotrafiquants viennent dans une ville, la maison coûte 20 millions, ils vous donnent 50 millions. Et vous ne comprenez rien. Lui, peut-être même qu'il ne sait pas, mais ceux qui le mettent en mission, ils ont un agenda sur 20, 30, 40, 50 ans. Dans 30, 40, 50 ans, qu'est-ce qu'il va dire? Pour le centre-ville, le Gao, le Dombo, après ça va être des Mok, peut-être des Ouagadougou, ainsi de suite. Ça va être occupé par des narcotrafiquants et des terroristes. Vous allez dire qu'il faut aussi sauver, vous allez confier votre sécurité à des gens venus de l'extérieur qui vont vous faire la même chose que vous-même. Vous avez un médicament, un mal. Quelqu'un a mal à la dent, l'autre à l'oreille, l'autre à la tête. On vient vous donner le même médicament. C'est international. Et les bien, ils font la même chose. Ils vous font des années en train de vous désarriver. À la fin, je vous assure que cette lutte contre le terrorisme, c'est la recolonisation de l'Afrique qui est programmée. Il fallait juste avoir à la tête des États des serviteurs auxquels on met un bon drap, on les parfume, président démocratiquement élu, et il vend son pays. Il dit même à son armée, il ne faut pas te battre avec tes adversaires, sont plus forts que toi. Quand les citoyens s'organisent, ils font des citoyens comme les VDP au Burkina. On dit non, c'est des miliciens. Mais en Europe, pendant les deux guerres, qui étaient les partisans? C'est des citoyens qui ont décidé de se mettre ensemble pour défendre leur pays. Personne ne les a jamais appelés miliciens. Parce que les partisans, il y en a qui sont devenus présidents dans leur pays après. Il y a des présidents européens qui étaient des anciens partisans. Et quand c'est en Afrique, parce qu'un peuple a trouvé son propre génie créateur pour une façon de former une armée en plus de l'armée régulière. On lui colle une étiquette et puis on trouve des présidents démocratiquement élus pour les lui parler. Toute bonne initiative qui vient, on cherche à la saluer. Les Africains patriotes qui se battent, ils viennent dire la jeune, ils sont arrivés par coup d'État, ils nous tympanisent les oreilles, ils amènent les radios et la télévision, ils négocient avec les régimes démocratiquement élus, ils amènent les radios là jusque dans nos villages. C'est comme ça qu'ils font. Tympaniser. Les patriotes, on les qualifie comme on veut. On dit que c'est des putschistes. Mais les putschistes de l'Afrique, je ne connais pas une des grandes nations qui nous font des leçons, qui n'ont pas été conduits par un militaire à des moments critiques de leur histoire. Les deux personnalités les plus célèbres dans l'histoire de la France, c'est Napoléon et De Gaulle, c'est des militaires. Les États-Unis, c'est George Washington. L'Angleterre, c'est Churchill. Ceux qui le connaissent, c'était un militaire. Staline, c'est un civil, mais il est devenu généralissimus. Mao Zedong, personne ne va nous convaincre. Donc on a cultivé sur l'intelligentsia une phobie du militaire. C'est fait exprès. Parce que toutes les sociétés européennes que vous voyez, elles sont organisées sur le modèle militaire. L'ordre, la discipline, la patrie et l'égalité des chances. Mais chez nous, tu as ton diplôme universitaire, tu viens, tu ne connais rien, aucun amour pour ton pays, tu es conseiller spécial dans 4-5 pays, tu as des passeports de 4-5 nationalités, et puis on te branche à des drogués ou à des réseaux bizarres qui font tout pour te porter à la tête du pays. Et tu viens, tu passes le temps à les servir. Quand ils pensent qu'ils ont fini avec toi,
Ils disent, ah, c'est 2 mandats, hein. C'est fini. Tu t'en vas, ça trouve qu'ils ont préparé quelqu'un d'autre. Mais quand ils étaient à notre niveau de développement, qui parlait de mandat chez eux? Personne. Et puis chez eux même, il y a des pays où il n'y a pas de mandat. Pourquoi on ne parle pas à ce pays? Laissez chaque pays s'organiser comme il veut. Je ne dis pas partisan des mandats de plus, mais je vais vous montrer seulement le parcours historique de ces termes bidons qu'on nous a amenés pour nous laver le cerveau. Les radios l'avons dit dans les petits coins. Vous savez, quand nos grands-mères se lèvent avant, ils branchent Radio Mali. Maintenant, quand ils se lèvent, ils branchent RFI. Ah, RFI, ils partent dans toutes les langues. En Soreille, en Peul, en Bamana, en Tamashek, en Morée. Même dans les villages. C'est leurs radios qui sont écoutées. Les intellectuels jusqu'au présent, dès qu'ils ouvrent la télé, France 24. Et au bout des années, on formate les esprits. On nous inonde de films où les enfants giflent leur papa dans le film. La femme et le mari se crient dessus, ils font la bagarre. Qui va regarder la télé? Si c'est une télé, ça suscite même des divorces souvent. Désintègrés. Au bout de quelques générations, nous aurons des États corrompus, composés majoritairement d'ignorants. Des peuples ignorants dirigés par des corrompus, qui connaissent juste de quoi travailler pour avoir son salaire, mais qui ne connaissent pas leur histoire, qui veulent jouir la jouissance, voyager, avoir des parfums dans les avions. C'est tout ce qui les intéresse. Il faut que les Africains soient conscients que notre histoire, c'est la nôtre. Nous devons la connaître. Moi, depuis un mois, les ministres sont là. Certains sont même ennuyés parce qu'ils entendent les mêmes discours tous les jours. Mais je dis la répétition est pédagogique. Nous sommes un pays de brassage. Aussi longtemps que vous montez dans l'histoire du Mali. Chaque groupe ethnique à un moment donné, il était avec les autres pour faire face à l'ennemi. Tout le monde. Vous avez des grandes entités étatiques ici. L'Empire du Mali, de Mansa Moussa, tous les Africains en sont fiers. On dit que c'est l'homme le plus riche de l'humanité. En 1300 et quelques. Il y a des pays qui n'existaient pas. 170 ans après, il y a eu Kankou Moussa. Avant Kankou Moussa, il y avait Soni Alibert. Dans l'armée Soni Alibert, il y avait des contingents composés uniquement de Touaregs, uniquement d'Arabes. Il était laïque. Tu es féticheur, tu es musulman, tu ne crois à rien d'ailleurs, ce n'est pas son problème. Tu t'acquittes de tes devoirs vis-à-vis de l'État et c'est tout. Bien sûr, ça lui a créé des inimitiés. On parle très peu de lui parce que son successeur, qui était un général de son armée, Mohamed Touré, est venu au pouvoir. C'est ce qu'on appelle démocratiquement parce que c'est des gens qui l'ont choisi contre l'héritier naturel, le fils de Soni. C'est lui qu'on appelle Askia Mohamed, que vous entendez. Beaucoup d'Africains entendent. C'est moi Askia Mohamed. Askia là, son vrai nom c'est Mohamed Touré. C'est un Sarakolé. C'est pas un Soraï. Pourtant Soni était un Soraï. C'est pour vous dire que dans notre pays là, tout le monde est chef, ou a été chef, ou ses ancêtres ont été chefs, ou ils ont commandé. Personne n'est l'esclave de personne. Et c'est ce qui m'a fait dire que maintenant que Kidal, partout il y a les inégalités sociales. Ah, moi je suis supérieur à temps, je suis lié à la France, aux États-Unis. C'est terminé. Chaque citoyen doit être évalué à l'aune de ce qu'il donne à la nation. Seul le travail anoblit les hommes. Il n'y a plus de citoyens de première zone, de seconde zone. C'est fini. La deuxième chose, c'est que le peuple malien doit se mobiliser. Pour que Kidal, peut-être un jour, beaucoup d'Africains vont demander à la Kidal, ils vont aller passer les week-ends là-bas, dans le sable, dans les dunes là, tranquillement. Et vous savez qu'il y a des légumes qui poussent mieux à Kidal que dans le reste du Mali. Le ministre de l'Agriculture est là. Même ce matin, il m'a donné quelques leçons.
Il y a des zones où certains légumes poussent plus à Kidal que dans le reste du Mali. Donc je souhaiterais qu'un jour, des Burkinabés, des Nigériens et d'autres qui seraient tentés par cette vocation se donnent rendez-vous là-bas pour passer le week-end à Kidal et qu'ils passent bien raconter comment cette ville est belle, que d'ailleurs eux à leur retraite ils veulent passer, installer leur maison à Kidal et y vivre. Et faire de notre Afrique un continent où les citoyens sont heureux et fiers de leur histoire. Que personne ne vienne nous cacher des parties de notre histoire pour nous manipuler. Tout ce qu'il y a aujourd'hui, je vous assure, c'est des stratégies sur 30-50 ans. Quand on ne sera plus là, nous tous là, les petits enfants là ne connaîtront rien que ce que RFI ou BBC leur a dit. C'est des gens comme ça qui veulent. Il faut qu'on refuse. Donc, pour que cela soit continu, vous savez, nous sommes un pays d'oralité. Les intellectuels vont travailler, mais les hommes de culture, notre histoire est portée par les hommes de culture. Et c'est ce que mon frère vient de vous dire. Nous comptons beaucoup sur vous pour rendre irréversible ce processus-là. C'est les hommes de culture. Travailler pour le rendre irréversible. Les hommes politiques vont passer, ils vont faire débat, peut-être certains vont être renversés à l'issue d'élections, ou peut-être d'autres vocations, d'autres peut-être l'âge va les atteindre, mais ce qui ne disparaîtra pas, c'est ce que les hommes de culture vont laisser. Et c'est ce que personne ne peut enlever. Vous savez, on dit quand l'homme a tout perdu, ce qui lui reste, c'est sa culture. Et cette culture, c'est vous qui la décennie. C'est dans tout, ce qu'on mange, ce qu'on porte, comment on voit, comment on pense le monde. Nous comptons donc sur vous. Et je voudrais dire à nos amis du Burkina qui sont venus en grand nombre, et à tous les Maliens, que d'ailleurs demain nous avons un conseil des ministres extraordinaire, conseil de cabinet, sur l'autorisation des présidents. Nous allons nous réunir avec tous les membres de notre gouvernement demain pour discuter des questions d'intérêt commun et rendre compte au président. Ça veut dire que nous avons pris une voie de non-retour. Donc les hommes de culture, même si on veut s'arrêter là, il faut nous pousser. Celui qui tombe là, vous le remplacez, pourvu que le chemin soit le même. Ou celui qui veut dévier là. Vous savez, au Mali, je dis souvent dans mes discours, tous ceux qui veulent trahir la transition, tous les hommes politiques, militaires, je ne sais pas quoi là, si tu veux trahir la transition, Dieu va te barrer la route. Porter la réussite des transitions démocratiques cette fois-ci, les transitions populaires, pour que nous ayons notre dignité, notre honneur et développer nos pays au profit de toutes nos populations. Merci beaucoup. Le discours officiel là, ce sera sur Internet à partir de ce soir.